Merci à tous d'être présents. On est en train de faire les connexions avec les personnes qui sont à distance pour pouvoir commencer en même temps et ne pas priver les personnes qui nous suivent à distance du début de cette conférence. On est en ligne, c'est bon? Ok, c'était la confirmation que j'attendais, le temps que les dernières personnes s'installent. Bonsoir à tous. Monsieur le Président Directeur Général, Madame, Monsieur les professeurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cet événement consacré à la transition écologique des métiers des villes et des territoires. Je suis Julien Villalongue, le directeur de Léonard. Je vais rapidement laisser la place à Dominique Pialot, que je remercie, journaliste et fondatrice de Climatico, pour l'animation de cet échange. Très heureux de vous accueillir ici à Léonard Paris, ainsi qu'à distance pour ceux nombreux, je le sais, qui sont connectés à cet événement en ligne. Alors, depuis hier, nous avons ouvert le festival Building Beyond, organisé par Léonard, la Fondation Vinci pour la Cité, le Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech et la Fabrique de la Cité. Durant cette quinzaine, plus de 100 intervenants vont débattre, échanger sur les métiers du futur des villes et des territoires. Nos villes, nos infrastructures, nos territoires sont en effet face à des enjeux de réinvention, de renouvellement. Ils doivent contribuer à intégrer les grandes transformations à l'œuvre, qu'elles soient environnementales, face à l'impératif climatique notamment, politique et sociale, face par exemple aux attentes de participation, ou bien encore technologiques, à l'image de la révolution digitale qui pénètre de plus en plus les métiers des services urbains et des infrastructures. Au cœur de ces transformations, pour les accompagner, les rendre possibles, ce sont les métiers et les compétences qui évoluent, et ce sont ces métiers que nous explorons durant les 20 rencontres de ce festival. Cette soirée que je laisserai le soin à Dominique Pialot de présenter dans le détail s'inscrit dans la continuité d'une journée particulière pour les collaborateurs du groupe Vinci, puisqu'aujourd'hui, à votre invitation, l'ensemble des 220 000 employés de nos entités se sont réunis partout dans le monde pour accroître la mobilisation de tous autour du changement climatique, de l'économie circulaire, bien encore de la préservation des milieux naturels. Vous avez, Monsieur le Président, Directeur Général, souhaité ce lieu ouvert à nos parties prenantes, à l'ensemble de ceux qui pensent et qui font le futur des villes et des infrastructures. Alors, fidèle à cette mission d'ouverture, conscient que les enjeux de la transition environnementale nécessitent de dépasser nos cadres habituels de collaboration et de réflexion, nous vous proposons à chacun et à chacune d'entre vous, ici et à distance, cet échange, cette discussion libre entre trois acteurs engagés, je l'espère, qui s'engagent encore plus, en espérant que ce débat permettra de contribuer à dessiner la route de la transition écologique des métiers, des villes et des territoires. Merci à vous, bonne conférence, et Dominique, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Julien, pour cette introduction. Bonsoir à tous, ceux qui êtes ici ce soir et ceux qui sont face à leurs écrans. Effectivement, c'est une table ronde qui prend place à l'issue d'une journée particulière, une première pour Vinci, mais je pense que M. Huillard y reviendra dans son intervention. Je vais donc rapidement présenter les intervenants. Xavier Huillard, président directeur général de Vinci, je pense que ça, tout le monde le sait. Virginie Resson, alors vous affichez une trentaine d'années d'expérience, c'est sur votre
profil en géopolitique et prospective sociétale. Vous dirigez depuis 2008 le LEPAC, qui est en fait le laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique, qui était partenaire de l'émission Le Dessous des cartes pendant de nombreuses années. Et vous avez également contribué, vous êtes co-auteur de l'Atlas du Dessous des cartes, également auteur de l'Atlas des futurs du monde et les futurs du monde 2038. Éventuellement, vous nous direz un mot sur ces ouvrages. Et ça me semble intéressant aussi de mentionner que vous travaillez à la fois avec des organisations publiques et privées autour de ces sujets, notamment climat, qui est un sujet auquel vous vous êtes intéressé plus récemment dans votre vie professionnelle et auquel vous consacrez maintenant beaucoup de temps. En revanche, Christian Depertuis, vous, ça fait très longtemps que vous vous intéressez au sujet du climat. Vous êtes économiste, fondateur de la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes connu notamment pour vos travaux sur la tarification du carbone. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vous ai connu au départ, d'abord en tant qu'étudiante, puis en tant que journaliste. Et vous avez également publié de nombreux ouvrages. Je cite seulement les deux derniers, Le tic-tac de l'horloge climatique en 2019 et Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience, qui va paraître. Voilà, bon, c'est l'actu quasiment du jour. Et alors, je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir pour vous dire que je suis particulièrement ravie de pouvoir animer ce débat en un jour où l'entreprise Vinci accélère sur ces sujets-là, se mobilise autour du changement climatique et des enjeux de ressources et de biodiversité. Parce que je dis deux mots rapidement sur Climatico, que je viens donc de fonder avec une consoeur qui est comme moi une ancienne de la tribune, comme moi une spécialiste de la transition écologique avec une approche économique en fait de ce sujet. Et on a fondé Climatico avec l'ambition de favoriser la mobilisation des équipes au sein des organisations, les collectivités, les entreprises, au-delà des seuls cercles de spécialistes du type direction de l'environnement ou du développement durable. Il nous apparaît important que de tout ça parle à plus de monde au sein des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et on va faire ça au travers de newsletters. Il en existe déjà une en version, on va dire, bêta, et on prépare le lancement début octobre de newsletters sectoriels. Et le premier secteur auquel on va s'adresser, c'est le secteur du bâtiment et des travaux publics. Voilà. Donc ça me paraissait important et intéressant pour moi et pour vous de vous en parler. Alors, les métiers de demain, c'est de la ville. Demain, c'est la thématique en fait du festival dans son ensemble, hein, qui s'étale sur une dizaine de jours. Et ça va brasser énormément de nouveaux métiers, à la fois des nouvelles versions de métiers qui existent de longue date. On va avoir des tables rondes sur les builders 4.0, les logisticiens, les spécialistes de la performance énergétique, qui sont des métiers qui sont modifiés plus ou moins profondément par les progrès technologiques, notamment le numérique. Le numérique, justement, fait naître de nouveaux métiers avec des enjeux autour de la souveraineté, de la gouvernance, et donc des nouveaux métiers comme, par exemple, les data scientists. D'autres métiers, dont on a d'ailleurs déjà parlé ici même hier soir, ont fait leur apparition plus récemment dans les villes. C'est par exemple tout ce qui tourne autour de l'agriculture urbaine, la biodiversité en ville. Et d'autres, enfin, sont vraiment tout nouveaux et très directement liés aux enjeux de la transition écologique, comme des métiers de Chief Resilience Officer, coach de résilience, etc., qui auront pour mission de garantir la pérennité des villes, des territoires et de leurs habitants face aux dangers actuels qui les menacent. Et justement, je vais me tourner pour cette première question vers Virginie Resson pour qu'elle nous fasse un petit panorama de quels sont ces dangers auxquels collectivement nous faisons face aujourd'hui, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, je ne vais pas me limiter au champ de l'environnement, stricto sensu, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ces grands enjeux collectifs, en sachant qu'en quelques minutes, c'est impossible d'y répondre, et ni d'être précise, ni très exhaustive. Donc, évidemment, je vais faire une petite sélection. Et le premier enjeu, ça tombe sous le sens, il est probablement sanitaire, il est médical, il est celui de trouver un vaccin et de trouver un traitement à la Covid-19.
et peut-être moins finalement pour des questions de morbidité et de létalité que pour des questions économiques et sociales, puisque la Covid-19, c'est une pandémie qui, en limitant le champ de l'activité économique, détruit des emplois, détruit l'économie informelle dans les pays en développement et, ce faisant, contribue à la paupérisation de communautés, de populations, à la précarisation de classes moyennes et contribue aussi au retour de la faim, comme plusieurs rapports des Nations Unies viennent le souligner. Donc on a là un premier défi majeur, c'est quand même historiquement la première fois que 90% des pays sont entrés en récession cette année. Donc on voit l'ampleur du défi à la fois économique et social à relever. Et quand je dis défi économique et social, ça devient aussitôt un défi politique, parce qu'il faut replacer cette pandémie et ses effets sociaux et économiques dans un contexte qui était déjà marqué par des très fortes inégalités, des très fortes concentrations des richesses, comme le soulignait depuis quelque temps déjà l'OCDE, le World Economic Forum et d'autres. Et donc, dans certains pays, finalement, on commence à voir que l'accumulation de la crise socio-sanitaire, si je puis dire, et des inégalités, eh bien, ça représente une véritable rupture du contrat social, contrat de stabilité, et que c'est aussi également très favorable à des phénomènes populistes, nationalistes, extrémistes, complotistes, séparatistes et que sais-je. Et donc, on a une vraie, c'est là où on passe à une crise potentiellement politique, dans certains pays en tout cas. Alors, ces phénomènes étaient préexistants à la crise de la Covid-19, mais finalement, la Covid-19, enfin, la pandémie et la crise économique qu'elle provoque, eh bien, vient exporter ces problématiques sur d'autres champs, y compris sur la scène internationale. Il est d'ailleurs assez frappant de voir qu'aujourd'hui, ces phénomènes de polarisation, de radicalisation, ces phénomènes ces attractions pour les phénomènes de complotisme, par exemple, va toucher aussi bien des pays riches comme les États-Unis, la Russie, des pays émergents comme l'Inde, le Brésil, ou des pays en développement comme, je sais pas, les Philippines, l'Égypte, etc. Et donc, c'est bien pour ça qu'on peut parler d'un déplacement sur la scène internationale et même d'un risque de désordre, en deux mots, enfin, la fin d'un ordre, sans qu'il y ait un nouvel ordre qui se décide. Et évidemment, c'est préjudiciable à la stabilité mondiale, c'est préjudiciable à la paix, mais c'est aussi préjudiciable à la gestion commune de problématiques qui n'ont de sens d'être gérées que si elles le sont à l'échelle globale. Et là, je fais référence évidemment aux pandémies, parce que je dis les pandémies parce qu'il y en aura d'autres, on peut en être certain. Je fais référence à la cybercriminalité, autre enjeu majeur, au terrorisme évidemment, aux enjeux migratoires, et puis bien sûr, la question des questions, aux enjeux liés à la détérioration de la biosphère, des règlements que sont les dérèglements climatiques, le recul de la biodiversité et l'épuisement des ressources. Et donc, évidemment, ces dérèglements climatiques et cette détérioration de la biosphère plus globalement constituent aujourd'hui, à mon sens, certainement le plus grand défi actuel et qui soulève à son... Alors, évidemment, pour des questions liées aux conséquences directes de ces dérèglements sur la disponibilité en eau, en terre, etc., et donc qui conditionnent la vie humaine, mais aussi son économie, l'économie des sociétés. Mais ça devient aussi, il faut bien le mesurer, aujourd'hui des enjeux politiques et géopolitiques. Pensez par exemple au stress hydrique, au phénomène de stress hydrique et à ses conséquences en Syrie, quand plusieurs années de suite il n'y a pas de pluie et on a là les racines d'un conflit dont on connaît la suite de l'histoire. On peut penser aussi à l'ouragan Katrina, enfin à la multiplication des catastrophes dites naturelles. En réalité, elles sont de plus en plus anthropiques, mais enfin, on continue de dire catastrophes naturelles. Et quand ça survient dans certaines zones, auprès de certaines populations, et là, je fais évidemment référence aux conséquences de l'ouragan du cyclone Katrina, dont on voit toujours, enfin, dont les répercussions sont toujours perceptibles localement. Si on pense à la chute des ressources halieutiques, par exemple, eh bien, on voit que ça va priver des pêcheurs chute des ressources halieutiques qui est liée à la fois à la surpêche et au réchauffement des océans. On voit que ça vient priver les pêcheurs traditionnels de leurs revenus et que ça les pousse à aller chercher d'autres revenus.
Et on s'est aperçu, par exemple, que les pirates dans le détroit de Bab el-Mandeb, comme dans le détroit de Malacca, pour l'essentiel, c'était des anciens pêcheurs. Donc là, il y a évidemment un enjeu de sécurité et un enjeu géopolitique. Je pense aussi évidemment à l'élévation du niveau de la mer qui menace d'expulser de leur terre des populations entières. Je vous rappelle que plus la population mondiale vit près des côtes. Mais je pense surtout aux populations des deltas, le delta du Nil, le delta du Gange, le delta du Gange, le delta du fleuve Rouge, le delta du Niger. Ce sont des zones extrêmement peuplées. Et donc, on imagine si ces populations doivent se déplacer en quelques dizaines d'années, ce que ça représente en termes d'enjeux migratoires et donc de risques indirects de stabilité. Tensions sur les terres arables qu'on voit aussi s'accroître, par exemple avec l'augmentation de la déforestation, mais aussi qui évidemment accentue le réchauffement climatique, mais aussi avec la désertification, la salinisation des terres, qui pousse des paysans soit à migrer vers des villes qui sont déjà extrêmement encombrées, mais qui poussent aussi et qui vont encourager derrière aussi le phénomène migratoire, mais qui poussent aussi des jeunes hommes à aller chercher d'autres revenus là encore et qui se retournent éventuellement vers des mouvements armés. Donc là encore, on a un enjeu de sécurité. Et puis dernier exemple, le dégel du permafrost, dont on a un peu plus parlé récemment, avec tous les risques d'effondrement des infrastructures que ça soulève, les enjeux de dégel entre guillemets de bactéries et de virus. Je vous rappelle qu'en 2016, il y avait une épidémie d'anthrax qui avait décimé des rennes et non des humains, mais enfin dont on avait relevé que les bacilles en fait dataient du XVIIIe siècle. Mais surtout des gels du permafrost qui va affaiblir, dont on constate qu'il affaiblit le Gulf Stream, qui est le grand régulateur du climat des régions tempérées, et qui finalement aussi émet du méthane, lequel méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Donc tout ça pour dire que vous voyez ces grands enjeux, là, ils ont une des grandes caractéristiques, ils ont deux, trois grandes caractéristiques, c'est qu'ils sont très liés. On est dans un système, et ça c'est une des premières difficultés, l'enjeu de la complexité, l'enjeu systémique. Le deuxième enjeu, c'est qu'ils sont très liés à notre modèle économique, et donc ça veut dire repenser que pour lutter contre les crises, il faut aussi revenir à la racine de ces crises. Et donc, ça veut dire aussi définir des responsabilités qui me semblent être un autre et un dernier enjeu qui n'est pas le moindre aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer comme enjeu. Merci beaucoup pour ces propos liminaires quelque peu alarmants quand même, il faut dire. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, pas à vous, mais à vous tous ici et derrière vos écrans, concernant les questions. Il y aura un temps réservé à une session de questions-réponses en fin de table ronde. Les personnes ici présentes pourront descendre, poser leurs questions au micro qui sera installé ici, en n'oubliant pas de vous présenter préalablement. Et les personnes qui nous suivent à distance peuvent envoyer leurs questions tout au long de la table ronde via l'outil de chat en ligne. Elles seront posées, peut-être pas toutes, on verra en fonction du temps qui nous reste et combien de questions, mais on s'efforcera de faire au mieux en fin de table ronde. Voilà. Ces précisions logistiques étant faites, je vais donner la parole à Christian de Pertuis. J'imagine que vous n'allez pas aller contre cette approche systémique des grands enjeux, mais on va peut-être resserrer sur le défi climatique. Bien, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Ça fait du bien de parler devant des gens et pas devant un Teams. Donc merci beaucoup. Même si malheureusement on est encore contraint de porter des masques, donc on ne vous reconnaît pas très bien et c'est pas très agréable de parler avec un masque, de même que c'est pas très agréable de faire des cours avec des masques. Bien. Moi, je vois trois enjeux majeurs sur le climat. Un, l'adaptation aux impacts du changement climatique. Quel que soit le scénario de réduction d'émissions dans lequel on va se trouver, même dans les cas les plus favorables, on sait que les impacts du changement climatique vont s'aggraver pendant au moins 2 ou 3 décennies. Donc, le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui frappe les autres ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui frappe les autres demain, c'est quelque chose qui nous frappe déjà. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait fondamental qui va bousculer la façon dont
le réchauffement climatique est perçu par les acteurs, par les entreprises, par les politiques, par les mouvements divers et variés, et notamment ceux de la jeunesse, qui font que on ne présente plus le changement climatique comme une question de développement durable. Non, non, c'est maintenant. Hein, hinc and nunc, hein, comme disaient les bons vieux auteurs latins. Et c'est totalement différent. Hein. Moi, je vois par rapport au cours que moi j'ai fait, mon premier cours d'économie du changement climatique en 2004, et j'ai complètement changé ma pratique professionnelle. Je n'étais pas un économiste de l'environnement, j'aimais pas. L'environnement, ça me cassait les pieds à l'époque. Bon, à l'époque, on voyait beaucoup le changement climatique comme une problématique de développement durable. Hein. En 2040, en 2050, mais là, non, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, je crois que cette question de l'adaptation au changement climatique va prendre une importance croissante, y compris pour les entreprises. Et évidemment, pour les entreprises, ça renvoie directement à des questions d'infrastructure, à des questions de vivant. Hein. L'un des secteurs les plus touchés par le réchauffement climatique, c'est l'agriculture. Et tu as dit que Covid-19 avait des répercussions dramatiques sur la situation alimentaire, notamment dans les pays au sud du Sahara, mais ce choc de court terme vient s'ajouter à un choc climatique qui est terrible. Donc, bien anticiper les impacts du changement climatique et construire de la résilience par rapport à ces impacts. Sur le plan des politiques, ça implique de construire des politiques climatiques qui ne parlent pas tout le matin au soir de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui parlent aussi des impacts. Croyez-moi, c'est beaucoup plus motivant pour les acteurs lorsque vous leur parlez des impacts, avant de leur parler de ce qu'ils doivent faire. Et évidemment, pour les entreprises, je pense que ceci est plein d'enseignements. Deuxième message, la transition énergétique est amorcée. On n'a pas encore totalement compris quel est le côté tout à fait incroyable et nouveau de cette transition énergétique. Depuis plus d'un siècle et demi, nous faisons des transitions énergétiques successives en empilant les sources d'énergie les unes sur les autres. On était initialement sur un système qui fonctionnait principalement avec de la biomasse. On a rajouté le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse. On a rajouté le pétrole, on n'a pas enlevé le charbon. On a rajouté le gaz naturel, on n'a pas enlevé le pétrole. On rajoute des gaz de schiste, etc., etc. La transition énergétique bas carbone consiste fondamentalement à basculer de ce schéma de l'empilement vers un schéma de substitution. Il s'agit de faire sortir de notre système énergétique mondial 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui aujourd'hui contribuent à plus de 80% de nos besoins énergétiques. Conséquences. 2 conséquences. La première, je le dis juste par parenthèse, hein, c'est ma casquette économiste du climat. L'un des instruments privilégiés pour accomplir cette transition, c'est évidemment de renchérir le coût des fossiles. Tout de suite, et le plus vite possible, et le plus fort possible. D'où la tarification carbone. Si on n'utilise pas cet outil, il faut utiliser des moyens réglementaires extrêmement draconiens pour interdire l'usage ou la production d'énergie fossile. J'ai en tête les permis d'exploration de pétrole, j'ai en tête les licences sur les centrales thermiques électriques à charbon, etc. Mais la conséquence peut-être la plus importante, c'est que quels que soient les outils qu'on va utiliser, une grande partie de nos actifs économiques d'aujourd'hui sont conçus pour produire ou utiliser des fossiles. Et donc, il va falloir, dans une période très courte, car le temps est compté, rebasculer ces actifs. Quels sont ces actifs? Je fais rapide, hein, parce qu'elle nous a dit de parler en 5 minutes. Elle. Enfin, notre animatrice, pardonnez-moi. Dominique. Dominique, voilà. Bon, j'ai très peur, oui, je suis très angoissé. Parce que... Alors... Surtout, vous aurez de nouveau la parole plus tard, hein, ne vous inquiétez pas trop quand même. Je sais bien. Alors, les actifs, les infrastructures, urbaines ou pas urbaines, hein, puisque on sait que les infrastructures, c'est ce qui vit le plus longtemps. Et c'est les infrastructures soit qui produisent, soit qui sont destinées à utiliser de l'énergie. Bon. En gros, hein, une centrale à charbon, ça vit 40 ans, des fois un peu plus. Il y a un rapport de l'AIE qui vient de sortir. Aujourd'hui, pratiquement 60% du parc des centrales à charbon dans le monde a moins de 20 ans.
ça risque de faire quelques actifs échoués ou on ne fera pas la transition énergétique. Les équipements, naturellement, et les hommes. Les actifs humains, le capital humain. Et donc, il faut penser, si vous voulez, voyez, cette transition énergétique comme véritablement une réallocation des actifs, infrastructures, capital productif, équipement, capital humain. Troisième message, il ne vous a pas échappé que désormais les objectifs climatiques n'étaient plus posés, je parle des objectifs d'atténuation, de réduction des émissions, ne sont plus posés en termes de réduction d'émissions brutes, mais en termes de neutralité carbone. Fondamentalement, cette neutralité carbone globale, je ne parle pas de la neutralité carbone microéconomique que vous pouvez payer en achetant des offsets à $1, je parle de la vraie neutralité carbone globale. Ça signifie qu'il faut ramener le flux global des émissions brutes de gaz à effet de serre à la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone. Et donc, l'objectif de neutralité carbone nous oblige à nous préoccuper beaucoup plus des puits de carbone. Il y a deux grands puits de carbone, l'océan et la biosphère. Fondamentalement, la capacité d'absorption de ces deux puits de carbone dépend, in fine, de la biodiversité, de la diversité de leur système, de leurs écosystèmes. Et donc, vous voyez que, par le biais de la neutralité carbone, la question du climat est très directement liée à la question de la biodiversité. Et cette question de la biodiversité, qui est celle du captage et du stockage du carbone, elle pose un enjeu majeur pour un secteur d'activité qui est vraiment le pivot, qui est le système agricole. Puisque la plupart de la déforestation tropicale est provoquée par une extension des surfaces agricoles qui mordent sur la forêt, comme hier, on a mordu sur les forêts tempérées pour, notamment en Amérique du Nord, qui était une énorme fouet de déforestation au XXe siècle jusqu'en 1960, pour étendre les surfaces agricoles. Mais à l'intérieur du système agricole, la capacité de stockage du CO2 via l'agroécologie, qui consiste à considérer les sols comme un réservoir d'êtres vivants, quelques êtres vivants que nous voyons et beaucoup d'êtres vivants que nous ne voyons pas, comme nous ne voyons pas les virus, comme nous ne voyons pas le corona. Le sol, il est plein de micro-organismes qui permettent la régénération du sol. Donc, on peut stocker beaucoup plus de quantité de CO2 dans le futur en développant l'agroécologie qu'en ayant planté quelques arbres pour faire des offsets pas chers et souvent dans des conditions très discutables. Donc, mon troisième message, c'est que l'objectif de la neutralité carbone nous contraint d'intégrer beaucoup mieux dans nos villes, dans nos territoires, dans nos entreprises, le lien entre le changement climatique et l'énorme investissement que nous devons faire pour reconstituer, défendre et valoriser les réservoirs terrestres et océaniques de biodiversité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian. Alors, Monsieur Huillard, je pense que beaucoup de choses doivent résonner dans votre esprit de chef d'entreprise, de ce que vous venez d'entendre ces 20 dernières minutes. Comment est-ce que vous réagissez à ces présentations? Moi, je suis venu ici en ayant décidé d'être optimiste. Ça va nous changer un peu, je ne sais pas faire autrement. Et je pense que je ne ferais pas ce métier si je n'étais pas pathologiquement optimiste. Je tire de la première intervention le sentiment que, au fond, ça légitime l'entreprise. Il me semble que l'entreprise n'est pas la seule, bien entendu, mais l'entreprise fait partie des organisations humaines qui sont capables de lutter contre ce désordre croissant, cette entropie croissante dont vous nous avez fait la description un peu terrorisante tout à l'heure. Parce que franchement, chez nous, on est 220 000, on est 100 000 en France, donc on est un petit bout de France, et on a le sentiment que, sous réserve d'un certain nombre de choses que je développerai sans doute tout à l'heure, on est capable de se mobiliser, d'obtenir des résultats, de résoudre des problèmes. Pour le dire très simplement, l'entreprise, c'est une machine à régler les problèmes sous réserve que son leadership et son management soient effectivement capables d'embarquer toutes les forces vives
pour résoudre ce problème. Donc j'ai le sentiment que oui, tout ça est évidemment vrai, il faut en être conscient, mais qu'il y a un gros facteur d'espoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs, les entreprises sans doute, mais également probablement d'autres types d'organisations, et entreprises au sens large, évidemment pas forcément l'entreprise cotée à la bourse de je ne sais pas où, sont effectivement capables de lutter contre ce désordre ambiant qui nous a été évoqué tout à l'heure. Sur votre intervention, Christian, moi je remarque qu'il n'a pas été nécessaire pour les États en top-down d'interdire l'utilisation des fossiles pour, d'une part, avoir des grands pétroliers qui s'engagent de façon manifestement accélérée dans le sens de la transition énergétique et pour avoir des prix du pétrole qui, de façon, je dirais, naturelle, sont descendus à des niveaux qui, normalement, devraient avoir comme conséquence dans nos pays d'avoir une surconsommation, ce qui n'est pas le cas compte tenu de notre organisation et de notre mix énergétique. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que la première erreur, c'est d'imaginer que tout cela ne peut être résolu qu'à la condition d'être pris en charge par le sommet, alors qu'il me semble qu'on est rentré dans une logique beaucoup plus écosystémique dans laquelle les choses bougent quand un certain nombre d'acteurs de ces écosystèmes décident de la faire bouger, chacun étant incapable de la faire bouger à son échelle, mais que collectivement, on arrive à faire les choses. Et ça, c'est l'opinion publique, c'est nos collaborateurs, c'est les citoyens, c'est les ONG, c'est tout un tas d'acteurs qui font que les choses bougent sans pour autant qu'il y ait véritablement une décision, une impulsion unique qui soit en provenance du centre. Alors, je vous ai dit que moi, j'étais rentré dans cette table ronde en ayant décidé d'être résolument optimiste. Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je constate quoi? Je constate d'abord que la prise de conscience sur notre problème incroyablement terrorisant qu'est le réchauffement climatique, la prise de conscience, elle a pris une ampleur qu'on ne soupçonnait même pas il y a 10 ans. Moi, je positionne ça à la COP21. C'est là où ça a basculé. C'est là où on a tous commencé à basculer. Et je retourne même un peu l'argument, c'est-à-dire, je pense que la COP21 a eu cet effet de nous faire tous basculer parce que c'est la première COP dans laquelle les entreprises ont décidé de s'investir. Et c'est ça qui a permis, peu importe si c'est la poule et l'œuf. Je constate que depuis la COP21, il y a un mouvement de prise de conscience qui certes est différent selon les différents pays au monde, mais qui fait qu'aujourd'hui, il y a un nombre croissant de pays qui, effectivement, s'engagent résolument dans cette bataille urgente contre le réchauffement climatique. Dans les entreprises, c'est pareil. Moi, je n'étais pas particulièrement un converti en 2004. C'est ça que vous avez dit, Christian. Hein, en 2004, franchement, effectivement, pour moi, c'était des trucs pour vous, mais pas forcément pour nous. Donc, ma conversion est récente. Alors, j'ai peut-être la foi des récents convertis, mais elle est récente. Et du coup, parce que nous sommes en entreprise et parce qu'on a pris conscience de tout ça, on s'est mobilisé et en très peu de temps. Je vous raconterai tout à l'heure la manière dont on s'y est pris, mais on s'est mobilisé en très peu de temps. Et je vous raconterai également, peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, que quand on regarde notre propre périmètre, notre petit bout de France, on s'aperçoit qu'on est capable d'être sur la courbe de la COP21 sans pour autant renoncer à notre croissance. C'est-à-dire ce que nous pouvons faire pour être sur la courbe ne nous empêche pas d'être sur notre équation économique, c'est-à-dire créateur de richesse et créateur de performance. Génial! Ça veut dire que nous faisons la démonstration à notre petite échelle micro que croissance économique et état de la planète et lutte contre le réchauffement climatique, ça peut aller de pair. Tant qu'on n'avait pas fait la démonstration, j'y croyais pas. On a fait la démonstration au niveau micro et effectivement, ça marche. Génial. Si tout le monde fait ça, normalement, collectivement, on y arrive. La dernière chose que je voulais dire, c'est que il me semble que cette pandémie, on savait qu'on allait avoir une crise. Et on sait que d'une crise sur l'autre, à peu près tous les 10 ans, normalement, elles prennent un facteur 10 en termes d'ampleur des conséquences. Donc, on savait qu'on allait avoir une crise. On n'avait pas vraiment compris que ce serait une pandémie. Bon, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. À mon avis, pas une pandémie. On aura peut-être aussi une pandémie. On aura autre chose. Je ne sais pas quoi. Dans une dizaine d'années, et ce sera à nouveau un facteur 10.
Ce que je constate, c'est deux choses. D'abord, le fait que nous ayons vécu, que nous vivions ensemble dans cette pandémie, c'est un peu comme si on avait des milliards d'individus qui habitent sur cette planète et qui pensent à la même chose en même temps. Tous les habitants de cette planète ont en tête, matin, midi et soir, le problème de la Covid. Eh bien, par mimétisme, ces mêmes individus, de plus en plus, matin, midi et soir, ils ont en tête le problème de la planète. Et ça veut dire que cette pandémie aura eu un effet positif sur une accélération de la prise de conscience par rapport au réchauffement climatique. Et si on a la foi dans l'homme, dans son inventivité, dans sa capacité à effectivement, quand il est au pied du mur, à trouver des solutions, si vous imaginez, je ne sais plus combien on est maintenant sur cette planète, 6 ou 7 milliards, 6 ou 7 milliards qui ne pensent qu'à ça, je suis résolument optimiste sur le fait qu'effectivement, on trouvera des tas de choses qui aujourd'hui ne sont pas sur nos agendas, ne sont pas dans le catalogue de ce qu'on peut mettre en œuvre, mais qu'on trouvera suffisamment tôt pour effectivement être capable de rester sur la COP21. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'autre effet positif de cette crise, c'est que ça illustre le fait que les problématiques qui sont devant nous, au niveau micro comme au niveau macro, sont des problématiques qui sont devenues tellement complexes que personne ne peut imaginer une seconde essayer de les régler, ne serait-ce qu'un tout petit peu tout seul. Et que donc, on rentre là, de plein pied, dans une phase qui va être une phase de coopération, de mobilisation d'intelligence collective. Et ça, c'est formidable parce que ça permet d'accélérer dans la recherche de solutions. C'est en tout cas ce que nous constatons dans des groupes comme Vinci. Juste pour rebondir, et puis je rends mon micro très vite, ça faisait quelques années qu'on avait compris, nous, que probablement beaucoup de groupes de notre taille de la même manière, que la manière dont il faut comprendre le développement durable, c'est que ça n'est qu'en cheminant de façon accélérée sur les thématiques du développement durable, et il ne faut surtout pas oublier la thématique sociale et sociétale, ça n'est qu'à cette condition que nous serons nous-mêmes durables. Et ça, on en est convaincus aujourd'hui. Et quand on le partage avec nos 220 000 collaborateurs, ils en sont convaincus aussi. La vitesse à laquelle cette préoccupation environnementale a été appropriée par nos collaborateurs est tout simplement formidable, incroyable, enfin très étonnante. Voilà. Donc je suis résolument optimiste. C'est ça que vous vouliez m'entendre dire ? Moi, rien de spécial, mais ça m'intéresse en l'occurrence ce que vous dites. Alors, vous êtes résolument optimiste, mais vous annoncez quand même une crise facteur 10 dans 10 ans, donc je ne sais pas comment on va faire pour y faire face. Ce sera d'une autre nature, et vous avez constaté que la vitesse à laquelle on a mis en place des outils pour répondre à cette crise de la Covid-19, notamment en inondant de centaines de milliards les circuits économiques pour espérer avoir une reprise de l'économie, sans doute pas au niveau 2019, mais au moins pour effacer une partie de la récession qui aura été observée en 2020. Ces outils sont directement induits par la pratique que nous avons exercée à l'issue de la crise de Lehman Brothers. Donc on apprend, l'humanité apprend, nos gouvernants apprennent, les corps sociaux divers apprennent. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que oui, il y aura des crises, que ça a un certain nombre de conséquences sur le fait que nous devons apprendre à être agiles, à être plastiques, à nous adapter à des situations qui sont relativement imprévisibles et sur lesquelles il est illusoire d'imaginer que les solutions viennent d'en haut et que nos États, d'ailleurs, devraient en prendre de la graine et se réformer de telle sorte de fonctionner de cette manière-là. Si on le fait comme ça, je pense qu'on est capable effectivement de traverser des crises. Vous savez, le groupe Vinci, il a combien maintenant ? 130 années d'âge. Voilà. Donc des crises, on connaît, on en a traversé un certain nombre. Et on est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'on est fidèle à quelques principes de base et parce que surtout, à chaque fois qu'on se sent en danger, on revient à la seule chose réellement importante, c'est l'humain. C'est la capacité de chacun de nos collaborateurs à effectivement, localement, trouver des solutions. C'est ça le point important. C'est effectivement toutes les crises, après avoir tenté tout un tas de solutions, finissent par se résoudre lorsqu'on fait un retour à l'humain.
Et ça, à mon avis, c'est avec ça qu'on va continuer pour traverser les prochaines crises. D'ailleurs, vous y reviendrez un peu plus tard lors de cette table ronde. Vous expliquerez comment un groupe de plus de 200 000 personnes fait pour être agile face à tous les changements qui surgissent un peu partout aujourd'hui et auxquels il doit faire face et la façon dont lui-même doit changer. J'ai envie de redonner d'abord la parole à Christian en fait sur les aspects, à la fois le découplage. Là, apparemment, Vinci a trouvé comment découpler les activités, l'activité économique et la croissance des gaz à effet de serre. Aussi sur le phénomène baisse de consommation du charbon et du pétrole, en tout cas, qu'a évoqué M. Vuillard. De votre point de vue, quel est le rôle de l'opinion publique là-dedans? Quel est le rôle du marché, tout simplement? Rapidement, sans nous faire un cours d'économie trop complexe. Bien. Si le prix du pétrole est à $40 et effectivement la consommation de pétrole va chuter cette année, c'est parce qu'on est dans une récession qui est la plus forte probablement, certainement depuis la Seconde Guerre mondiale et peut-être même plus forte que celle de 29. Donc c'est pas la prise de conscience des gens, hein, c'est tout simplement qu'il y a une crise mondiale économique pour le forte. charbon, ça a commencé quand même avant la crise actuelle. Non, soyons factuels. Le charbon baisse sa contribution au système énergétique mondial de 1950 à 2000. Il réaugmente sa contribution au système énergétique mondial de 2000 à 2015. Donc, on est aujourd'hui, alors je ne connais pas les chiffres de 2020, personne du reste, mais je connais ceux de 2018. En 2018, on a consommé plus de charbon dans le monde qu'en 2000. Donc, c'est quand même ça la réalité, si vous voulez. Et ce qui réchauffe l'atmosphère, ce n'est pas la bonne volonté ou la mauvaise volonté des gens, ce n'est pas la prise de conscience, c'est bien la quantité de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec Xavier Huard sur un point. C'est que je crois que la crise du Covid-19, de par le fait que des milliards de personnes au même moment vivent la même crise, ça, je pense, ça va être un véritable catalyseur de changement et je pense que ça va accélérer les transitions. Mais les transitions en cours, elles sont au tout début et elles sont beaucoup trop lentes pour nous mettre sur un scénario, je ne parle pas même d'un scénario à 1,5 degré, pour nous mettre sur un scénario à 2 degrés. Donc, il faut accélérer. Et moi, je pense que l'accélération, elle a des ressorts très importants, effectivement, dans les opinions publiques, dans les mouvements citoyens, dans les entreprises, mais je pense qu'on a besoin d'instruments économiques pour accélérer. Et je regrette incroyablement que quand le prix du pétrole est à 40 $ le baril, on n'en profite pas pour taxer les fossiles pour éviter qu'on incite à la consommation, car c'est ce qui va se produire. La baisse du prix du pétrole, on le sait bien, c'est économétrique, ça renvoie une hausse de la consommation. Donc je pense qu'il faut être très, très vigilant à l'ampleur des choses. Je pense qu'on a besoin à la fois d'action publique, d'État et d'action décentralisée. Le deuxième point, c'est que je crois que l'action publique des États n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut faire. Qu'il s'agisse de l'adaptation aux impacts du changement climatique ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation des territoires. Les acteurs publics territoriaux. Il y a de la censure chez nous, c'est ça? Excusez-moi, les acteurs publics territoriaux, les villes, les régions, les États dans les pays d'Amérique du Nord ou les provinces au Québec, c'est très important pour la mise en place. Donc, mais je pense que s'il n'y a pas cette mobilisation très forte des politiques et des États, on sera toujours très en retard. Et du reste, la COP 21, l'accord de Paris, c'est un accord entre les États. Ceux qui prennent des engagements dans l'accord de Paris, c'est les États.
Je pense qu'ils ne prennent pas du tout suffisamment d'engagement du reste, et je pense qu'il n'y a pas du tout les instruments de suivi nécessaires pour s'assurer que les engagements qu'ils prennent sont suivis du reste des faits. Mais c'est bien ça quand même. Donc moi je pense que malgré... par contre, ce qui est important dans la dialectique, c'est que les États sont le reflet de rapports de force citoyens, de rapports de force entre entreprises. Ça, c'est très important. Bon, permettez-moi juste un dernier point. Sur les engagements des pétroliers pour faire la transition énergétique, je pense que d'abord, ça concerne uniquement des pétroliers européens, pas du tout des pétroliers américains, encore moins les pétroliers chinois, qui aujourd'hui sont en passe de devenir les premiers opérateurs, comme dans tous les secteurs. Et pourquoi est-ce que ça concerne les pétroliers européens? Parce que l'Europe met en place des régulations extrêmement fortes qu'ils anticipent. Merci Christian. Alors Virginie, justement, sur cette articulation entre l'action des États et l'action des autres acteurs, notamment des entreprises, comment voyez-vous les choses? De quels outils avons-nous besoin? De quels leviers disposons-nous déjà pour articuler ces actions? Avant de partager, avant de répondre là-dessus, je voulais juste, en 2 mots quand même, vous dire que je ne suis pas pessimiste. Je suis lucide, c'est très différent. Et comme j'ai 3 jeunes enfants, heureusement que je reste d'ailleurs très déterminée. Je ne suis peut-être pas assez optimiste. En tout cas, je reste très déterminée. Et ce qui m'importe, c'est exactement comme vous, c'est de trouver les voies qui nous permettent de résoudre, de relever les défis qui sont devant nous. Mais donc, déterminée, lucide et très impatiente. Et ce qui m'inquiète, c'est effectivement pas la capacité de l'humanité à trouver des solutions. Ce qui m'inquiète, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est la vitesse qu'il nous faut. Et quand on voit que cet été, on a franchi plus de 39 degrés au-delà du cercle polaire, qu'à 2 reprises cette année, la température de 35 degrés humide, au-delà de laquelle donc, la survie de l'homme n'est pas possible, a été franchie alors que le GIEC le prévoyait pour 2100. Quand on connaît les phénomènes d'inertie de la biosphère et du climat, c'est ça qui me préoccupe. C'est effectivement, oui, la prise de conscience, vous avez parfaitement raison, c'est absolument incroyable. Bon, il a fallu plus de 100 ans pour les femmes pour voter, il y en aura fallu beaucoup moins pour qu'on ait conscience du réchauffement climatique. Donc réjouissons-nous. Mais là où c'est préoccupant, c'est que cette prise de conscience, elle est réelle, elle n'est certainement pas suffisante, elle est très européenne aussi. Il ne faut pas non plus négliger que ce que nous racontons là, c'est très européen comme propos. Je ne suis pas sûre que on dirait la même chose en Inde, en Chine ou aux États-Unis. Vous aviez l'air sceptique sur le fait que toute la population mondiale, et vous, Virginie, que la population mondiale était au chevet de la planète. Ah oui, non, je suis il m'arrive d'intervenir pour des entreprises qui sont ailleurs ou dans d'autres sociétés. Et on peut pas demander de toute façon à une population qui vient d'entrer dans la classe moyenne, dans le mode de vie, enfin la consommation de masse, etc., comme par exemple les Chinois, comme une partie des classes indiennes, de tout de suite changer à nouveau de mode de vie, etc. C'est très compliqué. Et donc il y a vraiment, et c'est là où je vais arriver sur les outils et les leviers, il y a clairement un problème de calendrier. Et de calendrier au sens il faut aller plus vite, mais aussi de calendrier divergent. Ce que je veux dire par là, c'est que le calendrier d'une crise sanitaire, d'une crise sociale, c'est le temps immédiat. On ne peut pas attendre quand vous avez une grève générale, quand vous avez une épidémie, on ne peut pas attendre 3 mois, 6 mois pour répondre aux problèmes. Une crise économique, le temps d'une crise économique, le calendrier d'une crise économique, c'est à minima quelques mois, mais en général, c'est plusieurs années. Et donc, on peut développer des réponses qui vont pouvoir avoir un impact sous quelques mois jusqu'à quelques années. Le problème de la crise écologique, c'est qu'on ne parle pas en termes de mois et d'années, on parle en termes de décennies et bien davantage. Comme vous le disiez tout à l'heure très justement, on sait déjà pour les 20 ou 30 prochaines années que, en gros, on peut plus rien y faire. Ce que je veux dire par là, c'est que en raison de l'inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Même si on arrêtait tout, en gros, on aurait quand même le réchauffement climatique se poursuivrait. Et le problème, c'est qu'on a des calendriers différents, mais que ces phénomènes sont interdépendants. Ils peuvent s'amplifier mutuellement. Et puis, deuxième difficulté, c'est que le calendrier des acteurs ne converge pas non plus avec le calendrier des crises. Si vous prenez les élus qui sont en gros chargés de veiller à l'intérêt général et donc de précisément résoudre l'ensemble de ces crises de court, moyen et long terme,
Un élu, il est élu pour 5 ans. Donc, il peut répondre à une crise sanitaire, il peut répondre à une crise sociale, parce qu'il peut rendre des comptes sur 5 ans. Une crise économique, plus difficilement, mais il peut. Ça dépend si la crise économique, oui, exactement, ça peut être éventuellement possible. Mais la crise écologique, jamais il ne pourra tirer les bénéfices politiques, électoraux, des investissements et des efforts qu'il a demandé et des mesures qu'il a voulu prendre. Donc là, on a une vraiment difficulté de non-convergence, enfin, un problème de gouvernance. Et si on parle des entreprises, c'est à peu près la même chose, puisque en moyenne, un chef d'entreprise, la durée optimale, on dit que c'est 5 ans. Je parle pas. Ah, là, en l'occurrence, battu à plate couture. Alors, heureusement, il y a des exceptions, bien heureusement, mais là, je parle d'une statistique moyenne mondiale. Bien sûr. Et 5 ans, évidemment, c'est le temps d'une stratégie, d'une entreprise, etc. Et ça reste un temps très court pour changer, par exemple, un business model comme certaines entreprises l'ont fait. Mais surtout parce que le rendu de compte, lui, du chef d'entreprise, il est annuel. C'est un bilan comptable, c'est un bilan de performance, c'est un bilan sur les dividendes, sur l'amortissement des investissements. On ne parle pas là non plus, c'est là-dessus qu'il doit rendre des comptes. Il ne doit pas rendre des comptes, ni l'élu, ni le chef d'entreprise n'ont à rendre de compte sur à quel point ils ont satisfait l'intérêt général, sur les ressources qu'ils ont pu économiser, sur les pollutions qu'ils ont évitées, sur le bien-être social qu'ils ont produit. Et d'ailleurs, tout ça ne se mesure pas encore parce qu'on n'a pas les indicateurs. Et c'est ça le deuxième outil, le deuxième levier dont je voulais parler. Enfin, le deuxième outil, c'est le problème d'indicateurs. Nos indicateurs aujourd'hui sont des indicateurs strictement économiques. Ils parlent d'emploi, ils parlent de croissance, donc ils lient l'exploitation des ressources, la transformation des ressources à notre croissance économique, mais nulle part ils ne font le lien avec d'autres, les impacts par exemple sur la biosphère. Donc on a une vraie lacune, j'allais dire, d'indicateurs qui prennent en compte la complexité des phénomènes et qui n'opposent pas finalement nos modes de vie à la planète, qui n'opposent pas l'emploi au climat, ce qui à peu près est le cas aujourd'hui. Et en termes de, vous me posez la question des outils et de leviers, en termes de leviers, il me semble qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a un levier majeur avec les entreprises qui ont finalement d'une certaine manière beaucoup plus de liberté. Elles n'ont pas assez de contraintes peut-être, comme vous le disiez, dans l'engagement qu'elles doivent prendre, mais en tout cas, elles ont beaucoup plus de liberté certainement que les États pour agir. Mais le levier, c'est clairement la société civile. Et de plus en plus, et je pense qu'une société comme Vinci le sait, de plus en plus, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les license to operate, les permis d'exploitation, c'est finalement à la société civile qu'ils reviennent. Et donc ça, c'est un levier et c'est ce qui me permet aussi de rester un peu optimiste. Merci beaucoup Virginie. Alors, Monsieur Huillard. Je suis d'accord. C'est un peu court là pour le coup comme réponse. Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est vrai ce que vous avez dit sur le pouvoir politique, la durée des mandats, l'accountability. Alors, est-ce qu'une entreprise de 130 ans a plus de latitude finalement pour agir dans la durée? Je voulais terminer quand même ce que je voulais évoquer, c'est-à-dire que ça, je ne dis pas que ces gens-là ne servent à rien, bien sûr, qu'ils servent à beaucoup, que ce soit l'État ou les différentes strates, mais je crois que cette vision très top-down, en fait, c'est une vision du passé. Parce que justement, pourquoi nous, on a beaucoup bougé sur le thème de l'environnement? Parce qu'on en est convaincu, oui, parce qu'on a pris conscience, oui, mais également, et pour beaucoup, parce qu'on sait bien que si on ne le fait pas, les jeunes, ils viendront plus bosser chez nous. Pourquoi BNP Paribas refuse dorénavant de financer des centrales à charbon? Et ça leur permettait de faire un petit peu de filles, d'améliorer un peu leur compte de résultats. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la mise en pression qui est croissante, parce que Internet et parce que tout le monde sait tout, en provenance d'un certain nombre de stakeholders, et donc ça met en péril leur license to operate. Ce n'est pas une décision d'un État, ce n'est pas une décision d'un maire, c'est juste une position d'un certain nombre de corps sociaux qui effectivement font que tout ça, ça va dans le bon sens. Et donc, pourquoi ne pas imaginer que les mêmes phénomènes ne vont pas finir par s'enclencher, y compris dans les géographies qui aujourd'hui n'ont pas l'air convaincus? Est-ce qu'on est certain qu'en Chine ou aux États-Unis, encore plus proche de nous, on ne va pas avoir assez rapidement des mises en pression, des prises de conscience, des obligations émanant de la société civile et des citoyens qui vont au fond
pousser, conduire les politiques à effectivement prendre le sujet en main. Moi, je suis frappé de constater que qui est le plus vocal sur des gens comme nous pour, en gros, c'est parfois un peu agaçant, nous obliger à avancer dans ces directions. C'est BlackRock. C'est agaçant parce qu'en gros, il enfonce des portes ouvertes et il nous dit de faire ce qu'on avait déjà compris depuis un certain temps. Et les Américains ont un peu cette capacité à nous agacer, à enfoncer les portes ouvertes, si je peux parler en étant un petit peu cash. Mais c'est BlackRock. BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui doit gérer 2000 milliards de dollars, quelque chose comme ça, est chaque année se fend d'une lettre qu'il envoie à des milliers de gens comme nous et dans laquelle il nous donne par le menu quelle doit être notre feuille de route pour l'année qui vient. C'est un Américain. Donc le capitalisme, y compris aux États-Unis, il a fait sa prise de conscience, il est en train de bouger. Maintenant, je reviens à votre point. Non, alors, parce que je vois que l'heure tourne et j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le concret de ce qui se passe en fait au sein de l'entreprise, en l'occurrence la vôtre, hein, celle que vous dirigez depuis plus de 5 ans, parce que vous êtes dans un secteur d'activité qui est particulièrement concerné par les différents dangers, menaces qu'on vient d'évoquer, et notamment celui du changement climatique, mais pas seulement. Vous êtes aussi particulièrement frappé dans certaines de vos activités par la crise économique qui découle de la crise sanitaire actuelle. Et donc, la question que je me pose, c'est comment, vous avez parlé d'agilité tout à l'heure, comment une entreprise de plus de 200 000 salariés dans une centaine de pays dans le monde, je crois, s'organise-t-elle pour réagir, se réorganiser, se réadapter face à ces différents défis? C'est assez simple. D'abord, il faut une vision. Cette vision, pour ce qui nous concerne, elle a 2 principales composantes. C'est d'abord le sens de la performance globale, je vais un tout petit peu élaborer dessus, et le sens du long terme. Le sens de la performance globale, c'est quelque chose que nous portons depuis 12-13 ans et qui a été en quelque sorte sanctuarisé dans un manifeste qui aborde tout un tas de thématiques de la RSE et qui aujourd'hui figure dans toutes les baraques de chantier, sur toutes les barrières de péage, partout dans le monde, dans tous nos pays, dans toutes nos business units. Donc quelque chose qui a été complètement adopté, approprié par nos 220 000 collaborateurs. Et cette performance globale, ça dit quoi? Ça dit, on a changé d'époque. L'époque où l'entreprise considérait que sa mission était de servir des actionnaires, cette époque est complètement révolue. Ça fait 12 ou 13 ans que nous avons compris, et les autres aussi, nous peut-être un peu en avance à l'époque, que nous avons compris que c'est fini. Il n'y a pas la performance économique d'un côté et la performance RSE éventuellement de l'autre. Il y a une performance globale ou il n'y a pas de performance du tout. Vous devriez devenir entreprise à mission si vous estimez que on n'a pas besoin de coller des qualificatifs. Oui, il y en a de plus en plus. La raison d'être, c'est quelque chose avec lequel on vit depuis toujours. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir parce que là où on est d'accord, c'est que réfléchir à encapsuler sa raison d'être sous une forme hyper synthétique, c'est derrière un moyen de communication très efficace pour être sûr d'avoir toujours de la cohérence à l'intérieur du groupe. Donc ça, c'est un exercice très intéressant. Mais nous sommes parmi les gens qui sommes absolument convaincus depuis toujours qu'une entreprise qui ne travaille que pour enrichir ses actionnaires est une entreprise qui ne peut qu'aller dans le mur. Et qu'une entreprise, c'est un corps social autonome qui doit adresser des problématiques qui sont beaucoup plus riches que la seule problématique de création de valeur financière pour les actionnaires, et que ça s'appelle la performance globale. Donc la première chose, c'est une conviction partagée qu'effectivement, on ne parle plus de performance économique, on parle maintenant de performance globale. C'est partagé par vos actionnaires aussi? Et bien sûr, mais c'est là où on se trompe, c'est que j'explique ça à nos actionnaires, et ils prennent. Parce qu'ils ont compris que c'est la manière dont nous allons nous-mêmes assurer notre durabilité. Et eux ont envie qu'on dure, parce qu'ils font plutôt des bonnes affaires sur nous, sauf conjoncturellement. Et donc, voilà. Et donc, bien sûr, et quand je suis d'accord que quand vous alliez aux États-Unis ou à Londres il y a 10 ans et que vous expliquiez ça, bon, ils vous écoutaient parce qu'ils vous respectent, mais en réalité, on sentait bien que ça ne percutait pas. Aujourd'hui, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, pas tous, mais vous trouvez une grande quantité d'actionnaires qui achètent ce discours. La deuxième composante, c'est le temps long.
Parce que sur des problématiques de type planète, évidemment qu'on s'inscrit sur le temps long. Et là, on a de la chance chez Vinci. On a de la chance parce que d'une part, une partie de nos activités s'inscrivent naturellement dans le temps long, sans nos concessions, parfois pour l'éternité, comme l'aéroport de Gatwick, et que par ailleurs, pour les gens de chez nous qui sont plutôt dans ce qu'on appelle le contracting, ce qu'ils font au quotidien sont des objets qui s'inscrivent dans le temps long, parce que quand vous construisez un immeuble ou un réseau d'eau ou d'assainissement, évidemment, vous le construisez pour des décennies. Et donc, on a naturellement ce sens du temps long. Et donc, sur cette base, qui est donc très largement partagée, derrière, on fait comment? D'abord, vous donnez une impulsion. Vous donnez une impulsion qui n'est pas une impulsion top-down, qui est une impulsion qui est élaborée par itération entre, en gros, le top management et puis les différents métiers. Et une fois que cette impulsion est donnée, puisqu'elle a été réfléchie, vous constatez que votre corps social, il achète, il prend. Derrière, et c'est là où on en est à la date d'aujourd'hui, il faut assurer l'accélération et le déploiement. D'où ce qu'on a fait aujourd'hui, le prix de l'environnement, la journée d'environnement, etc. Avec l'idée que maintenant, il faut embarquer nos 220 000 collaborateurs de telle sorte que eux, sur chacun de leurs projets, de leurs barrières de péage, dans leurs aéroports, sur leurs projets de construction, ils intègrent la dimension sur le réchauffement climatique. Voilà. Et la magie, et c'est extraordinaire, parce que si on pouvait faire ça à l'échelle d'un pays, on ne serait évidemment pas dans la situation où nous sommes. La magie, c'est que dans un groupe, quand c'est fait comme ça marche. Les gens achètent, ils suivent. C'est incroyable. On en saura même encore plus d'ici un an, quand on aura les premiers résultats du prix de l'environnement que vous avez lancé aujourd'hui. Oui, mais il y aura des tas de choses. Il y aura des petites innovations qui viendront du compagnon d'un chantier à Périgueux et qui effectivement aura trouvé un petit truc qu'il aura diffusé lui permettant d'améliorer l'économie circulaire au niveau de son chantier. Et puis il y aura aussi des innovations à base environnementale qui sont beaucoup plus techniques et qui sortiront du cerveau de nos ingénieurs. Mais l'idée, si vous voulez embarquer vos 20 000 collaborateurs, c'est qu'il faut embarquer le monteur électricien, le compagnon, le maçon, au moins autant que les ingénieurs des bureaux d'études. Alors, vous allez conserver la parole si vous voulez bien, parce qu'on n'a plus énormément de temps. Il faudrait quand même qu'on arrive dans le vif du sujet de votre politique environnementale. Justement, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principaux axes et nous donner quelques exemples concrets de la manière dont ils se déclinent et est-ce qu'ils font naître de nouveaux métiers, puisque c'est quand même la thématique du festival de cette année. Voilà, dans les grandes lignes et puis avec quelques illustrations. En très grandes lignes. D'abord, grande conscience du fait que nous faisons clairement partie du problème. Nos activités, c'est le bâti et la mobilité, et ça représente un pourcentage très significatif des émissions de CO2. Donc, on est en plein dans le problème. Notre conviction, c'est qu'on fait aussi partie de la solution. Et donc, dans ce processus d'élaboration de l'impulsion par itération, on s'est focalisé sur 3 grands axes qui sont d'une part agir pour le climat, donc la préoccupation CO2, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire, par exemple la route 100% recyclée de Rovia. Ben oui, ça a l'air de rien. On recycle complètement les matériaux qui ont été mis en œuvre pour leur donner complètement à 100% une deuxième vie. On a également un système qui s'appelle Granula Plus et qui remet sur le marché des granulats issus de la déconstruction du bâtiment, etc., etc. Et puis enfin, tout ce qui est préservation des ressources naturelles et notamment la problématique de l'eau. Donc on s'est choisi 3 axes. On s'est doté d'objectifs à 2030 en première étape sur ces 3 axes, notamment sous l'angle de la préservation de la planète, un objectif de moins 40% sur notre empreinte CO2 de façon à être sur l'accord de Paris. Par rapport à 2018. Par rapport à 2018, merci. Donc, je prenais à témoin notre responsable de l'environnement, mais vous me l'avez dit. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a décidé des différents axes de progrès permettant d'atteindre nos objectifs ambitieux à 2030, mais on a aussi pris le soin de mesurer combien ça allait nous coûter en investissement, et aussi combien éventuellement ça allait nous faire perdre ou gagner. Et la grande surprise, et ça on ne savait pas au début, c'est que vous avez des lignes qui perdent, vous avez des lignes qui gagnent, et quand vous faites la globalité, ça gagne. Sur quelle échéance ? 2030.
Et nous trois, on n'est pas du tout étonnés, je pense. Hein. Non, mais c'est formidable. Mais il faut que vous le disiez plus fort pour convaincre d'autres entreprises. Non? Ou vous voulez le conserver comme un secret? Moi, j'arrête pas. Hein. D'accord. Bon. Non, mais c'est ça la grande découverte qui donne un facteur d'espoir absolument fabuleux. C'est que oui, on est capable de concilier croissance économique et attention à l'état de la planète. D'où votre optimisme. Oui. Alors, je reviens au sujet des métiers. Est-ce que ces différentes solutions dont vous en avez évoqué quelques-unes, ça fait appel à des nouvelles compétences, à de l'innovation technologique, ou est-ce que ce sont plutôt des choses un peu plus incrémentales finalement? Est-ce qu'il y a des technologies de rupture qui vous permettent de faire… Parce que ça a l'air d'être beaucoup du bon sens. Hein. L'efficacité, enfin l'économie circulaire, c'est quand même, vu de l'extérieur, du bon sens de réutiliser les matériaux. Mais oui, mais vous n'aviez pas essayé. À moi, non, jamais. Non, mais aujourd'hui, dans ma vie, oui, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, non. mais aujourd'hui, une route, quand vous la déconstruisez, en général, vous y remettez de l'ordre de 20% de matériaux issus de cette déconstruction. Le taux de recyclage était de l'ordre de 20% sous le contrôle d'Isabelle. On a fait une démonstration sur une de nos sections autoroutières. C'est plus facile chez nous, il n'y a pas besoin de convaincre. On demande simplement poliment au patron de Vinci Autoroute. On a fait la démonstration qu'il était possible de recycler à 100%. La limite au développement accéléré de ces technologies, c'est même pas le prix, parce qu'on arrive à faire ça pour le même prix que du matériau neuf. La limite, c'est la méfiance d'un certain nombre de clients sur le thème « c'est du recyclé, je ne suis pas totalement certain que c'est la même durabilité ». Et c'est pour ça que nous l'avons mis en œuvre pour la première fois sur une de nos propres sections, en prenant nous-mêmes la responsabilité. Ça a l'air de rien. Donc, je ne sais pas si c'est de l'incrémental ou vraiment de la rupture. Pour moi, c'est plutôt de la rupture, mais c'est un exemple. L'autre exemple que je pourrais prendre, mais j'en ai des tonnes évidemment, c'est la gamme de béton bas carbone que nous avons lancé il y a 3 jours. Nous avons actuellement un chantier qui est sur la plateforme Aéroport de Paris, à Roissy, un chantier de construction d'un hôtel dont 88% des bétons sont des bétons bas carbone. Tout ça simplement pour dire qu'il n'y a pas tout bois d'un côté ou tout béton de l'autre. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur le béton. Nous savons faire des bétons qui n'utilisent pas des ciments traditionnels, parce que c'est de là que ça vient, l'empreinte le fameux clinker. Nous savons faire des bétons qui ont une empreinte carbone qui est en réduction de 70% par rapport au béton traditionnel. Est-ce que c'est de la rupture? Est-ce que c'est de l'incrémental? J'en sais rien. Vous savez, moi, je crois que les vraies révolutions, elles sont silencieuses et qu'il ne faut pas chercher le truc magique qui va permettre de résoudre le problème. Il faut plutôt mobiliser l'intelligence du plus grand nombre de gens qui, effectivement, chacun dans leur précaré, va trouver des solutions permettant d'avancer. Oui, Virginie. J'ai juste une petite question parce que c'est un argument qu'on m'a souvent opposé, parce que tout ce que vous racontez est passionnant et réjouissant, mais par rapport à vos concurrents chinois, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas encore, je ne suis pas sûre qu'ils soient arrivés à la même maturité que vous, et dans la mesure où vous parlez d'investissement sur 30 ans, en attendant, ça veut dire qu'ils ne sont pas amortis, ça veut dire que votre coût est plus élevé. Comment vous faites face à la concurrence chinoise? Parce que c'est vraiment l'argument qu'on… Non, mais on n'est pas vraiment en compétition avec les Chinois. Non. Alors, c'est un autre débat, mais les Chinois, quand ils ont décidé de sortir de Chine, en première phase, ils ont pris des projets. Donc là, ils étaient en concurrence contre nous. Ils se sont, en général, assez vite rendus compte que c'était une erreur. Maintenant, quand ils veulent sortir de Chine, ce qui est moins le cas conjoncturellement, ils achètent des entreprises. Et franchement, que mon concurrent soit à capitaux détenus par BlackRock ou à capitaux chinois, ça ne change pas fondamentalement la nature de la concurrence. En revanche, les Chinois ont un gros avantage sur nous, c'est leur agilité. Regardez la manière dont ils ont construit leur centrale nucléaire, quoi. Et elle tourne. Voilà. Donc, le jour où la prise de conscience sera là en Chine, je vous garantis qu'effectivement, ça ira très, très vite. Regardez ce que les Chinois ont fait à Hong Kong en 40 ans. C'est colossal. Les Chinois, quand ils s'y mettent, ils ont une puissance d'implémentation pour avancer qui est absolument formidable. Donc, quand ils s'y mettront sur ce problème de la planète, ils avanceront à une vitesse incroyable. On peut se demander si vous souhaitez ce genre de régime politique pour aller plus vite. Mais on ne va pas ouvrir ce débat maintenant. Je note dans les exemples que vous avez cités qu'il y a
et il y en a énormément d'autres, hein, je le sais, je l'ai lu, beaucoup de choses qui vous permettent de réduire vos propres émissions de gaz à effet de serre, et aussi des choses qui permettent en fait à vos fournisseurs, à vos clients, à vos partenaires de diminuer les leurs. Et j'aimerais quand même entendre Christian de Pertuis sur cette histoire de périmètre sur lequel on mesure et on agit, quelle que soit l'organisation concernée, au niveau de ces gaz à effet de serre, le fameux scope 3 dans le jargon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est quand même très important J'avais envie de poser la question à Xavier Ouard. Le moins 40% de l'empreinte carbone, c'est sur quel périmètre? C'est scope 1 et 2, voilà. Bon, tout le problème est là. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les émissions que Vinci génère par ses propres consommations d'énergie, qu'elles soient chez elle ou qu'elles soient de l'énergie achetée par réseau de chaleur, mais c'est aussi les émissions qui sont liées à l'usage des produits ou des services que vous fournissez. Et on voit bien que tant qu'on raisonne sur des empreintes carbone qui sont mesurées scope 1 et 2, on touche généralement une toute petite partie de la question. Bon, je ne connais pas votre groupe, hein, j'ai jamais eu l'occasion, je connais un peu Christian Caille, mais bon, j'ai regardé de près vos chiffres, mais j'ai regardé les chiffres de près de certaines grandes entreprises françaises qui, effectivement, prennent des engagements, mais quand vous regardez le périmètre, ça pose une question. Alors, c'est la même question qui se pose au niveau des politiques publiques, hein, sur qu'est-ce qu'on mesure lorsqu'on prend des engagements. Vous savez que l'Europe, je le dis au passage parce que vous êtes à moins 40%, l'Europe est en train de passer à moins 55%. Par rapport à 1990. Oui. Oui, enfin quand même. Hein, oui. Donc je pense que votre moins 40%, il doit plus ou moins être collé au moins 40% qui existait avant. Enfin, je ne sais pas, mais bon. Donc, la question du périmètre est très importante pour les entreprises. On sait bien que les grosses entreprises ont une capacité énorme à influencer leur chaîne d'approvisionnement ou leur chaîne de clients, ou éventuellement à reporter leurs contraintes, leurs propres contraintes, à l'amont ou à l'aval. C'est une vraie difficulté. Et c'est vrai une difficulté d'économie industrielle. Parce que la prise en compte, je vais prendre l'image que vous avez prise, qui me plaît bien, la prise en compte des contraintes BlackRock, hein, vous l'avez, mais tous vos sous-traitants et tous vos partenaires, ils ne l'ont pas. Donc, comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Je pense que c'est très important et ça renvoie effectivement à la question de l'intégration de l'entreprise dans ces chaînes de valeur amont et aval. Et on voit bien que là, il y a un enjeu majeur, de même que les enjeux climat de l'Europe ne peuvent plus éluder le fait qu'une partie des émissions que nous avons réduites, une partie seulement, pas tout, hein, une partie, ont été délocalisées et sont réimportés soit par des produits industriels, soit par des produits agricoles qui ont une empreinte carbone à l'extérieur de l'Europe. Donc ça, je pense que ça va être un enjeu majeur. Je voulais dire un dernier mot sur ce que vous avez dit. Moi, je suis extrêmement intéressé, attentif par tout ce qui se fait, tout ce qui se crée, tout ce qui s'innove dans les entreprises. C'est évident que cette dynamique entrepreneuriale, on en a besoin. Je n'ai absolument pas l'idée que les États vont tout faire. Mais ce que je crois fondamentalement, et vous l'avez dit d'une certaine façon, c'est que pour aligner l'ensemble des stratégies d'entreprise en fonction des objectifs climatiques, on a besoin de régulation. En réalité, on aurait besoin de régulation beaucoup plus internationale que celle qu'on a. Mais on a besoin de ces régulations. Et je crois que, vous avez pris l'exemple de BNP Paribas, qui est un exemple qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à mi-temps à l'Université Dauphine, à mi-temps à la Caisse des dépôts, si vous voulez. Donc, le côté socialement responsable du système financier, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai même un peu pratiqué. Bon. La vérité, c'est que le financement de la transition énergétique, entendu comme financement des énergies renouvelables, des nouvelles sources d'énergie, ça a été un job essentiellement des États qui ont pris les risques, du prix garanti. Ils veulent revenir en arrière là. Non, mais c'est très important. Hein. Oui. Et que maintenant, on découvre que, ah ben tiens, il faut arrêter de financer le charbon. Ok, bon. Je vous donne un exemple. Je vais être un peu provoquant, mais je suis là pour ça aussi. Hein. Bon. L'Allemagne décide de sortir du charbon. Enfin, l'Allemagne décide de sortir du charbon en 2019.
Est-ce que Deutsche Bank a quoi que ce soit à voir avec ça? Deutsche Bank, qui fait les mêmes rapports d'activité que BNP Paribas. Non, rien. C'est évidemment l'État fédéral et les lenders qui s'engagent à hauteur de 80 milliards d'euros d'ici 2030 pour financer le coût de la transition. Donc, vous voyez qu'on a besoin de régulation publique et de cet aiguillon des régulations des États, des Nations Unies. Sinon, on ne sera jamais à temps, même si l'innovation de l'entreprise, la motivation des collaborateurs, la dissémination des bonnes pratiques via les chaînes de valeur est fondamentale dans la transformation. J'ai le droit? Oui, bien sûr. Non, on est bien d'accord. On a besoin de tout le monde, on va le dire comme ça. Simplement, juste pour rebondir sur un des points que vous avez évoqués, si on attend d'avoir une régulation mondiale pour, en gros, mettre de l'ordre dans toutes ces chaînes de valeur, bon, je pense qu'on aura cuit au soleil du réchauffement climatique depuis belle lurette. Bon, donc, il faut bien démarrer par quelque chose. La deuxième chose, c'est que sur le point que vous avez évoqué sur le financement, notamment des énergies renouvelables, je trouve que l'État est complètement dans son rôle. C'est-à-dire l'État est le seul à être capable d'injecter de l'argent avec une perspective de long terme. Aujourd'hui, l'énergie solaire est parmi les plus compétitives des énergies. Ça ne serait pas le cas s'il n'y avait pas eu tout un tas de dispositifs dans tout un tas de pays permettant de... Et je vous fais un pronostic, sur l'hydrogène, ça va se passer exactement de la même manière. Les États vont mettre en place des systèmes visant à combler au moins pendant quelques années le différentiel de coût de production entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert. Sinon, ça ne décollera pas. Et comme il faut que ça décolle, pour tout un tas d'usages, on en parlait tout à l'heure, eh bien l'État va le faire et l'État est complètement dans son rôle. Bien sûr qu'on a besoin de l'État. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, que je n'ai pas eu le temps d'élaborer, c'est qu'on a besoin d'un État qui se concentre sur la vision, les mécanismes de régulation et qui surtout derrière laisse à d'autres le soin de faire. Parce que l'État n'est pas très bon quand il s'agit de faire et d'implémenter. Sur les scopes, ma première remarque est un peu théorique, j'en conviens, c'est que si tout le monde s'occupait de son scope 1 et 2, normalement, ça couvre les chaînes de valeur. Néanmoins, on sait bien que, ben oui, bon, par construction, oui, donc ça veut dire que normalement, ça boucle. Sauf qu'on sait bien qu'il y a tout un tas de gens qui avancent à des vitesses diverses. Donc, nous sommes complètement conscients du fait qu'il faut, et nous commençons déjà, je vais vous donner 2 exemples, nous intéresser à notre scope 3. Sur le scope 3 amont, parce que nous avons un pouvoir de prescription, quand nous achetons le nombre d'engins de chantier que nous achetons, nous avons le pouvoir de faire en sorte que Volvo se mette à nous fournir des engins hybrides ou des engins à hydrogène. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, on les met en pression sur le thème. Attention, les gars, on va finir par arrêter d'acheter chez vous parce que vous ne mettez pas dans votre catalogue des engins à hydrogène. Et puis, sur le scope aval, c'est par exemple l'autoroute bas carbone où on fait tout un tas de gestes permettant de décarboner les déplacements de nos usagers, de nos clients sur les autoroutes, ou encore ce que fait Vinci Airport, avec des modulations tarifaires en fonction du niveau d'émissions CO2 des avions qui atterrissent ou décollent de la plateforme, plus le fait que de plus en plus, ce qu'on considère comme étant notre scope dans l'activité aéroportuaire, c'est pas seulement la plateforme, mais c'est la plateforme plus une partie de l'espace aérien qui en gros correspond aux phases de décollage et d'atterrissage. Et on considère qu'on a les moyens d'agir là-dessus, notamment en optimisant tout ce qui est trajectoire permettant de faire des économies de CO2. Oui, et la bonne nouvelle, c'est que le BlackRock, je ne sais pas si c'est lui, il commence à nous mettre en pression sur le scope 3. Simplement, on n'est pas complètement fou, on ne va pas prendre des engagements globaux sur l'ensemble de notre scope 3 parce que autant on a des moyens de mise en pression comme ceux que je viens d'évoquer, autant il y a tout un tas de choses sur lesquelles nos moyens de pression sont relativement limités et donc on ne peut pas prendre d'engagements chiffrés. Mais donc on a quelques axes sur lesquels évidemment on va prendre des engagements en amont ou en aval. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes et encore on n'a pas
fait la session de questions-réponses. Donc, je propose en fait de vous redonner la parole à chacun d'entre vous pour un mot peut-être de conclusion, enfin qui peut dépasser un mot quand même, soit sur une raison d'être optimiste en particulier, soit sur quelque chose qui serait vraiment en bon français un game changer, enfin quelque chose qui ferait vraiment basculer, accélérer rapidement très bientôt dans cette transition écologique. Qui veut commencer? Christian, Virginie? Virginie, bon, il y a un point, j'aurais bien voulu en parler, mais je ne sais pas si vous aurez le temps là de le développer. Vous faites un parallèle que je trouve très intéressant entre collectivement notre réaction face aux enjeux du changement climatique et le processus de deuil. Vous dites qu'on est collectivement dans une espèce de phase de déni en fait, parce qu'on sait quel est le monde qui est en train de se finir, plus ou moins, mais on ne sait pas exactement quel est le monde de demain, et donc c'est difficile de mobiliser en fait et de donner envie de transitionner en bon français toujours vers ce monde de demain. Alors oui, exact, oui, tout à fait. Puis ça me permet peut-être de trouver, de partager avec vous des quelques issues. En fait, c'est parti d'une expérience personnelle de deuil, hein, tout simplement, et qui est concomitante avec la crise que nous vivons, enfin un peu plus ancienne, mais et il y a un moment, la différence entre le deuil qu'on peut vivre à l'échelle personnelle, c'est que la rupture, elle est extrêmement nette. Il y a l'instant d'avant et l'instant d'après. Le monde bascule en quelques secondes. Là où pour le climat, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est la grosse différence. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de similarités. Vous savez, dans le deuil, on dit qu'il y a 5 phases principales. La phase de choc et de déni, assez courte, mais en gros, ça n'existe pas parce que c'est trop frappant. Ensuite, il y a la période dite de colère, c'est-à-dire le refus, enfin la contestation, le refus que ça puisse arriver. Et là, je pense qu'il y a une partie des mouvements sociaux qu'on connaît et qu'on a connus, mais y compris avec les gilets jaunes, etc., qui s'inscrit dans cette dynamique de colère, c'est-à-dire que le mode de vie que nous avons eu et le mode de consommation et le modèle de mobilité, etc., que nous avons eu, notre modèle économique tel que nous l'avons vécu depuis 30 ans doit être modifié, on doit passer à la transition. Et donc, il y a cet effet de colère que ça peut engager. Ensuite, la 4e phase du deuil, c'est la transaction, c'est le marchandage. Bon, oui, d'accord, on va y aller, mais si on pouvait s'accommoder de ci, on pouvait ça. Et là, je citerai pas mal d'entreprises. C'est la lettre du MEDEF envoyée à Bruno Le Maire pour aller de manière un peu caricaturale. Arrive la 4e phase, c'est ce qu'on appelle la dépression, la tristesse, c'est-à-dire que cette fois, on fait acte du fait que effectivement, et ça c'est le Covid qui nous l'amène, cette phase de dépression, de tristesse. C'est sous ces jeunes qui refusent d'avoir des enfants, donc, je pense qu'il y a une partie de la population qui est dans ce stade-là. Et puis, il y a le stade de l'acceptation, c'est-à-dire le stade où on prend, mais surtout on agit. Alors, certains vont proposer des nouvelles solutions, d'aller dans de nouveaux modèles d'économie circulaire, d'économie de fonctionnalité. Certains vont réfléchir sur le plan social à l'instauration du revenu universel, d'autres vont changer de business model. Vous avez des entreprises, il y en a une en particulier qui fabrique des pneus, qui est très connue, qui a changé son business model. Bref, c'est le moment où on change de paradigme. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, probablement, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau. Et donc, c'est très difficile de créer un mouvement commun, partagé au même moment. Alors, le Covid joue un peu cet effet-là, quand même. La Covid, pardon. Et moi, j'ai réfléchi à comment est-ce que, avec mes enfants, on en est sorti, parce qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain, exactement, sans ressources, tout était déstabilisé, le monde a basculé. Et soit je me disais, effectivement, je partais dans la dépression, et je disais à mes enfants, écoutez, c'est dommage, c'était vraiment bien avant, mais on n'a plus les moyens, on peut plus, etc. Non, c'est inacceptable pour la jeunesse, c'est inacceptable pour mes enfants. Et donc, à partir de là, il fallait construire un récit, il fallait construire un projet. Et c'est le projet, clairement, qui mobilise, qui fait qu'on peut accepter de voir autrement, de changer de méthode, de changer de voie. Et je crois que ce projet, il fait un peu encore défaut. C'est-à-dire qu'on est énormément sous la contrainte, sous l'urgence, sous la difficulté, là où il faudrait aller vers un projet extrêmement positif, un récit positif. Donc ça, il y a probablement qu'il y a un outil, il y a un levier
il y a ce que vous disiez, une raison d'être optimiste. Enfin, il y a une voie de sortie, c'est probablement la fabrication de ce récit. Et ce récit ne peut pas être, il n'y a pas de messie, hein, il n'y a pas de, ça peut être un récit co-construit, un récit collectif. Et c'est d'autant plus précieux qu'on voit bien quand l'outil est construit, les politiques d'un côté, les entreprises de l'autre et les citoyens de l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a que par le dialogue qui doit être organisé de manière intelligente, en faisant les liens, qu'on pourra probablement faire émerger ce récit et du coup être beaucoup plus mobilisateur et non pas, la formule, excusez-moi, pareil, la formule n'a pas tas de choses. Non, c'est à l'État d'abord, non, c'est aux entreprises. Non, c'est un jeu collectif, c'est un défi collectif. Donc, je pense que cette idée de récit et cette idée de dialogue est très intéressante. Et après, la boîte à outils, eh ben, on trouvera plein d'outils, effectivement, plein d'outils. Merci pour ce mot de conclusion. Christian, qu'est-ce qui vous... Oui, eh ben, moi, je pense d'abord que la pandémie va accélérer des mutations. Hein. C'est l'objet de mon prochain bouquin qui sort vendredi en version numérique et un peu plus tard en librairie. Ce qui me frappe beaucoup lorsque j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à peu près 15 ans d'activité enseignement et recherche sur les questions climatiques, c'est, je crois, l'effet générationnel qui a été du reste souligné par Xavier Huard. Moi, je crois que du reste, je me disais tout à l'heure, en vous regardant un peu, bon, malgré les masques, je me disais que l'assistance était plutôt jeune, quoi. C'est sympa, quoi. Bon. Il y a, je crois, un phénomène générationnel extrêmement puissant qui déborde l'Europe, qui déborde les États-Unis. J'étais très frappé. Moi, j'ai passé 3 semaines au Vietnam dans un programme de recherche sur l'adaptation au changement climatique dans le delta du Mekong, que vous n'avez pas cité, hein, qui est un delta absolument incroyable. On voit clairement aussi cet effet générationnel dans un pays comme le Vietnam, hein, si vous voulez, peut-être encore plus que chez nous. Hein. Parce que chez nous, les gens de mon âge, il y en a une partie qui ont viré leur cutie, et votre président en est une illustration. Là-bas, les gens de nos âges, ils ne sont pas tous virés de la cutie, ils s'en foutent beaucoup. Mais les jeunes, oui. Donc je pense que ce mouvement de la jeunesse, malgré les insanités que parfois sont proférées, hein, je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui va complètement faire changer le monde. Et peut-être, quelque part, ça se raccroche à ce que vous avez dit sur la construction partagée d'un récit, hein, parce qu'on voit bien que cette jeunesse, hein, c'est la génération, il n'y a plus de frontières. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Donc, à ma façon, même si je garde peut-être un regard un peu plus, comment dire, un peu plus critique que votre patron, je partage avec lui cette idée que la transmission du flambeau à la génération suivante va accélérer énormément les choses. Alors justement, Xavier Huillard, j'aime beaucoup la notion de projet. Je pense que c'est la clé. Et par ailleurs, je suis convaincu que l'entreprise est le lieu du projet. Je ne crois pas trop que d'un coup de baguette magique, nos États élaborent un projet. Ça ne marche plus comme ça. En tout cas, il ne faut pas les attendre. Et ce que je constate, c'est que lorsqu'on fait l'effort, effectivement, d'élaborer un projet et d'embarquer avec soi un grand corps social au nom de ce projet, ça marche. C'est-à-dire que tout le monde adhère et tout le monde chemine avec beaucoup d'enthousiasme dans ce projet. Nous, ça n'est évidemment pas la seule dimension, mais ça en fait partie. Nous prenons cette dimension environnementale comme un projet de re-engineering. À chaque fois que dans nos entreprises, nous avons un thème qui nous permet de nous reposer la question sur ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, pour qui nous le faisons, comment nous le faisons, nous prenons ça avec bonheur parce que nous adorons revenir sur nos pratiques pour en réinventer des nouvelles. Et au fond, cette grande affaire du climat, c'est une occasion formidable pour nous de nous réinventer et de nous remettre tous dans un projet collectif. Et je pense qu'effectivement, c'est la clé. Et si on est un certain nombre à le voir comme ça, un de ces jours, nos gouvernants vont finir par faire l'enveloppe de tout ça pour finir par bâtir leur projet. Et sinon, moi, je crois que le maître mot dans tout cela, comme d'ailleurs dans plein d'autres sujets, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on a là une absolue nécessité
de réinjecter beaucoup de confiance dans les relations entre l'État et les collectivités locales, dans les relations entre la puissance publique et des gens comme nous, dans les relations entre les uns et les autres à l'intérieur de nos corps sociaux. Ce dont on a besoin, c'est de confiance. Et les entreprises qui réussiront sont celles qui auront compris que la contrepartie à la confiance qu'elles revendiquent, c'est l'énergie qu'elles mettent dans le fait de développer la performance globale. C'est ça. Sinon, elles ne seront pas crues. Bien, merci à tous les trois pour ces mots de conclusion plutôt optimistes quand même, je dirais. On va essayer de passer à une session de questions-réponses. Y a-t-il des questions parmi vous ce soir qui êtes présents dans la salle? Monsieur, alors n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît, et de préciser à qui s'adresse votre question en particulier, le cas échéant. Bonsoir à tous. Arthur Olivier, je suis ingénieur chez Vinci Construction France. Je voulais vous remercier pour la qualité des échanges. Je pense qu'on a bien retenu que c'était un problème global et donc on a besoin de tous, que ce soit générationnel, tout type d'organisation, tout type de niveau hiérarchique dans une entreprise. Ma question, vous l'avez déjà posée, mais elle n'a pas été très bien... la réponse, je n'ai pas très bien perçu la réponse. C'est celle du découplage et de la pertinence de ce modèle-là. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de considérer qu'on peut découpler les émissions de gaz à effet de serre ou de la croissance économique? C'est une question pour Christian de Pertuis, j'imagine. C'est une question globale. Je ne sais pas qui sera parce qu'elle s'adresse à Christian, mais également à M. Huillard. Et le secteur du bâtiment n'est pas le seul concerné dans cette question. Donc, c'est une question ouverte. C'est une vaste question. Vous avez Merci. Du temps devant vous. Qui veut répondre en premier? Merci de la papate chaude. Ouais, alors, pour faire simple, moi je pense que la question est la question de la croissance et de la compatibilité entre la croissance et la transformation écologique des modèles. Moi, je pense que cette question est très dépendante des contextes. Je pense que j'ai aucun doute sur le fait que la transformation écologique et notamment la transformation énergétique est une formidable opportunité pour le développement des pays moins avancés. Parce que ça va tout simplement leur permettre d'éviter de repasser par toutes les infrastructures carbonées et fossiles. Je pense que cette transition est extraordinairement difficile et coûteuse pour les pays dépendants des énergies fossiles. Moi, j'ai travaillé 5 ans en Algérie, dans le secteur agricole, pas dans le secteur pétrolier. Comment, et vous connaissez les problèmes de l'Algérie aujourd'hui, comment organiser la transformation écologique d'un pays comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme la Russie, comme les États-Unis, car les États-Unis sont la première économie qui repose sur les énergies fossiles. C'est un coût, et la transition énergétique, elle a des forces positives et puis elle a des forces négatives. Quand on dit qu'il y a des actifs échoués, ça veut dire qu'il faut détruire du capital. Vous détruisez du capital, vous ne faites pas de croissance, et puis de l'autre côté, vous remettez du capital. Et le solde entre les deux, si j'étais un militant, je vous dirais c'est la croissance verte. Le solde entre les deux, moi, je ne le connais pas. Parce qu'on a à la fois des forces d'investissement, de création et des forces de destruction. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que plus on retarde la transition, plus le coût sera élevé et plus les forces de décroissance seront importantes par rapport aux forces de croissance. Et ce que je rajoute, c'est que une partie encore de la communauté des économistes continue à raisonner comme si on ne mettait pas le coût des actions contre le climat, on continuerait une croissance. Non, de toute façon, la croissance d'hier basée sur les énergies fossiles n'a aucun avenir. Et la meilleure façon d'aller vers la décroissance, c'est de continuer le modèle d'hier. C'est là où je pense qu'il faut être très précis parce que moi, je ne suis pas un ayatollah de la croissance verte. Je pense que tout dépend des équilibres. Mais j'ai une conviction, c'est que la croissance ne sera pas grise. Elle ne peut plus être grise.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai essayé de le faire. On peut en continuer à en discuter après. Oui, ça c'est une bonne idée aussi également pour qu'on puisse… Non, moi je voudrais rajouter que, d'abord, deux choses. D'abord, une réponse en creux. Nous n'avons pas le choix. Régler le problème de la planète par la décroissance, c'est très certainement se payer des crises sociales absolument inimaginables, à côté desquelles les Gilets jaunes, c'était juste une mini-répétition, pour des raisons évidentes. Et, enfin, bon, on va pas sortir de cela par la décroissance, parce que le social viendra se manger et ils viendront nous pendre tous, pas seulement moi, mais probablement vous aussi. La deuxième chose, je voudrais juste prendre On n'est plus si optimiste d'un coup, hein. Un petit pays qui s'appelle la France. Effectivement, les États-Unis, je suis conscient, le handicap à l'origine est bien supérieur. On peut assez facilement se projeter sur une décarbonation complète d'un pays comme la France. Assez facilement. On sait mettre de l'hydrogène dans les locomotives, dans les camions, on sait mettre de l'électrique batterie sur les véhicules légers, on peut se chauffer avec de l'électricité de provenance renouvelable, sans doute avec une transition nucléaire pour faire la rue Michel, mais on sait assez facilement se projeter. Donc ça veut dire qu'on sait faire, y compris seulement avec les technologies d'aujourd'hui. Le seul problème, c'est le chemin. Mais on sait faire. Et donc, pourquoi se priver d'une croissance alors qu'on sait se projeter dans un futur, certes pas tout à fait demain, mais plutôt après-demain, qui lui est capable d'être totalement décarboné et qui lui, à ce moment-là, n'a plus de problème de croissance. Je partage complètement votre point de vue sur on sait faire dans la partie énergétique, beaucoup moins dans la partie agroécologique. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas reconstituer la capacité de stockage naturel du puits de carbone, et le puits de carbone forestier diminue. Et là, les solutions techniques et les révolutions technologiques, hein, dans la sphère de production agricole sont beaucoup moins bien tracées que dans la partie énergétique. Et moi, je pense que c'est l'un des enjeux majeurs de demain. Hein, la révolution de l'agroécologie est pour moi aussi transformatrice et complètement, comme on dit, restructurante que la révolution énergétique. Et ça, c'est très mal compris encore. Juste, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de ce débat et globalement qu'on a peu évoqué, c'est la notion de comportement. Parce qu'il y a aussi, derrière l'agroécologie, derrière la question agricole, il y a clairement un problème alimentaire. Or, on sait que la déforestation, elle est largement liée à la croissance de la demande de viande, laquelle demande de viande, et en particulier de viande de bœuf, et de lait, oui, la demande de lait, pardon, et que, puisque 70% des terres agricoles, 77% des terres agricoles aujourd'hui sont accaparées pour produire, en gros, les fourrages qui vont servir à faire grossir nos steaks et nos litres de lait. Et c'est un peu schématique, mais et puis sans parler de la question de l'eau qui va derrière, j'allais dire, etc. on ne parle même pas de l'eau là. Or, il y a une alternative. Alors, on peut chercher à faire des fermes à méthanisation, enfin, qui captent le méthane, etc., etc. Mais il y a aussi une solution relativement, qui n'est pas très compliquée, la réduction de la consommation de viande. Les Européens l'ont expérimenté, ça marche, c'est possible. Donc, il y a quand même aussi cette dimension-là, d'où mon idée de récit collectif tout à l'heure. C'est-à-dire que sans aller jusqu'aux États, il y a aussi emmener les gens dans un projet, leur dire, si vous mangez un peu de viande, voilà ce qu'on gagne à la clé. Donc, et là, on ne parle plus de croissance ou de décroissance, en réalité. Alors, je crois que je vais peut-être poser une dernière question de Léna Cordova. Je pense que c'est plutôt… Enfin bon, je vous pose la question, puis qui voudra répondre, répond. Sur quel levier pouvons-nous travailler pour accélérer la prise en compte des adaptations, des spécifications et des normes vers des approches performantielles pour construire en partenariat avec les pouvoirs publics, notamment des approches plus globales et plus résilientes? On va l'engueuler, Léna, à nous poser des questions pareilles. Vous vous débrouillerez entre vous si on dépasse le timing. C'est un sujet éternel. Nous nous lamentons de constater qu'un certain nombre de normes, par exemple, nous empêchent de mettre autant de granulats recyclés que ce qu'on voudrait dans nos bétons. Oui, je voulais vous poser la question tout à l'heure de la réglementation. Bon, bien sûr, mais les pressions dont on a parlé de façon assez importante depuis une heure vont faire que tout ça, ça va finir par évoluer. Simplement, en attendant, il faut plutôt ronger son frein. Ça ne va pas aussi vite
parce que la réglementation, elle vient plutôt a posteriori, donc elle prend son temps. Bon, elle va m'engueuler, Léna, d'avoir fait une réponse aussi lapidaire, mais c'est pas grave. Bah, vous reposerez la question dans une autre enceinte, peut-être, ou plus tard. Là, je vais aller dans le sens de Xavier Huillard, c'est-à-dire que moi, il me semble, et en particulier à l'échelle européenne, c'est très compliqué d'innover, de demander, de changer de paradigme, de faire une transition, et en même temps d'encadrer avec une réglementation extrêmement contraignante. Et donc, sans aller à la dérégulation totale, on peut imaginer qu'il y ait des espaces, des lieux de recherche, des lieux d'innovation, des espaces d'expérimentation qui aujourd'hui sont très difficiles à mettre en œuvre. Et il me semble que ça pourrait être une piste intéressante aussi de travailler. C'est ce que demandent tous les industriels, hein, globalement, notamment dans le secteur de la construction, d'ailleurs. Oui, Christian. Un petit mot quand même, je ne peux pas ne pas intervenir à ce moment-là du débat. Si vous voulez moins de normes et moins de bureaucratie, il faut un prix du CO2, qui est le vrai juste de paix. Et si vous avez un prix du CO2 au bon niveau, vous pouvez vous passer de beaucoup de régulations. Et plus on va tarder à avoir cette augmentation du prix du CO2, plus il va falloir multiplier les régulations. Oui, peut-être que la RE 2020, que moi je n'ai pas lu dans le détail puisqu'on n'a pas eu accès, la RE 2020, la nouvelle réglementation qui va remplacer les réglementations thermiques dans les bâtiments et qui part d'une logique non pas de choix de chaudière ou de forme de chauffage, mais d'une logique d'émission de CO2, on va dire pour faire vite, sur l'ensemble du cycle de vie. Il y a deux révolutions, hein. On parle de CO2 et pas seulement d'énergie, et on parle du cycle de vie et non pas seulement de la phase construction. Peut-être que l'une des conséquences, lorsque cette nouvelle réglementation sera mise en œuvre, ce sera effectivement tout un tas de transformations de normes. Sur le à neuf. l'échelle française. Comment? Sur le neuf. Oui, c'est vrai, c'est sur le neuf. C'est sur 0,6% du stock. Et j'ai une solution pour l'ancien, on en reparlera. avec plaisir, avec plaisir. Mais Bon, si vous avez la solution, il faut la vendre tout de suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui la cherchent partout dans le monde. Il y a encore une ou deux questions en ligne, mais je pense que, parce que je crois que vous avez une conclusion à faire de cette journée de l'environnement déconnectée en fait de nos échanges de ce soir. Donc peut-être qu'on va vous laisser the floor is yours, comme on dit. Alors, je crois qu'on doit rester sur scène quand même en s'écartant un peu parce qu'on n'a pas de place en fait. Donc on va être très discret. On vous laisse le pupitre. Et merci à tous pour votre intérêt pour ces échanges ce soir et merci aux intervenants pour la qualité de nos échanges. Il faut vraiment garder son masque, tu confirmes? Bon. Alors, que retenir de cette journée qui a été très dense? Moi, j'ai suivi tout ce qu'on a fait pendant la journée à travers Internet. Je veux dire que j'ai été estomaqué par le foisonnement d'initiatives, la qualité des interventions et manifestement la preuve que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette problématique a été complètement appropriée par nos collaborateurs, pas seulement en France, mais partout où nous nous sommes réunis de par le monde. Et ça, c'est évidemment le signe que cette journée avait beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. À la lumière de tout ce que nous nous sommes dit et tout ce que nous avons entendu, sommes-nous prêts? Sommes-nous capables, collectivement, dans nos entreprises, afin de relever les défis de la transition écologique des métiers, des villes, des territoires? Je crois que je vous surprendrai si je ne répondais pas à cette première question que oui, nous sommes capables. Bien sûr, le défi est immense. Je ne sais pas si vous avez conscience, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, que le véritable objectif de la COP21, c'est la neutralité carbone à 2050, et que pour y arriver, il faut que sur nos métiers qui traitent du bâti et des mobilités, on divise par 10. Donc notre objectif 2030, on a le sentiment d'être assez fiers d'effectivement être capable de l'atteindre, et c'est rien par rapport à l'accélération des efforts qu'il va falloir consentir entre maintenant et 2050, et en particulier entre 2030 et 2050. Alors, il y aura des innovations technologiques qui viendront nous y aider, mais ça veut dire que, pas d'illusion, on est vraiment au tout début de la courbe pour se mettre en jambe, et l'effort, il va falloir le suivre et probablement l'accélérer jusqu'en 2050. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai évoqué, les conditions sont réunies, la volonté politique, au moins dans certaines géographies, et très sincèrement, je pense qu'avec le recul de l'histoire, les rodomontades de M. Trump
sur ce sujet passeront comme un épiphénomène. Ça m'étonnerait que ça dure 20 ans comme ça. Je pense que les États-Unis vont basculer, alors peut-être pas cette fois-ci, mais probablement à minima la fois suivante. Donc, le défi est immense, mais la prise de conscience, comme je viens de le dire, elle est là, clairement. La volonté politique, la pression des citoyens, la pression de la société civile, ça fait du bien. Bon, pas tout le temps, mais enfin bon, ça nous pousse, c'est clair. La transformation environnementale des entreprises, la nôtre en particulier, l'innovation axée sur les solutions vertes de demain. Concernant Vinci, cette journée est en elle-même un symbole. Nos échanges ce soir, ils font écho à tous ceux que je viens d'évoquer, qui ont eu lieu aujourd'hui lors de notre première journée internationale de l'environnement. C'est le signe, je l'ai dit plusieurs fois, de notre mobilisation collective dans tous nos pôles de métier, dans toutes nos entreprises et dans tous nos pays où nous sommes présents. Je voudrais juste là faire un petit complément, c'est que vous vous souvenez qu'il y a 2 ans ou 3, j'ai fait un roadshow qui m'a amené dans quasi toutes nos géographies, où j'ai rencontré 8000 cadres dirigeants de ce groupe. On a parlé de quoi? On a parlé de performance globale, pour l'essentiel, et de sens. Le mot raison d'être n'existait pas, mais en réalité, on tournait autour de ça. Et mon constat principal, c'est que dans toutes les géographies où nous sommes allés, tout ça, ça résonnait dans la tête de nos collaborateurs, y compris dans des pays dont on pouvait se dire a priori avant d'avoir l'événement qu'ils seraient peut-être un peu réticents à écouter un discours à base non pas de performance stratégique ou économique, mais à base de performance globale. Et donc, je suis convaincu que, au moins pour ce qui nous concerne, c'est une préoccupation qui est très largement partagée par la totalité de nos collaborateurs et évidemment que c'est un facteur d'espoir assez extraordinaire. Ce qu'on a également voulu faire aujourd'hui, c'est donner des signes clairs, comme quoi c'est l'affaire de tous, mais c'est surtout l'affaire de chacun, cette grande affaire. Et c'est le sens de notre prix de l'environnement qui a effectivement été lancé aujourd'hui. Du plus modeste de nos collaborateurs qui peut avoir des bonnes idées relatives à la manière dont il exerce son métier au quotidien, jusque à nos plus brillants ingénieurs qui vont nous élaborer des solutions sophistiquées. C'est sans doute le plus gros chantier que nous n'ayons jamais gagné, cette histoire. C'est un chantier qui va nous mobiliser à 220 000. C'est un chantier qui va nous mobiliser au moins pour quelques décennies. C'est clairement le plus grand chantier de notre histoire. Mais qu'est-ce qu'on adore, des grands chantiers comme ça. Quand on fait Sud-Europe Atlantique, on a 6500 personnes pendant 6 ans. Là, on va avoir 220 000 personnes pendant 30 ans. Vraiment, c'est quelque chose qui nous passionne. Un chantier qui, comme je viens de le dire, implique l'ensemble des forces vives du groupe et qui nous engage à la fois dans le temps long, parce qu'évidemment l'objectif il est assez lointain, mais surtout dans le temps court, parce que comme ça a été dit très justement, tout le temps que nous allons perdre aujourd'hui dans le sens de ce que nous souhaitons faire, ce sera 2 fois plus d'efforts pour rattraper le temps perdu. Donc c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'identité visuelle ou la marque ou comment tu appelles ça, le logo de notre opération, c'est We Now. We, on est 220 000, plus tous les stakeholders qui sont autour, et now, c'est-à-dire c'est pas juste pour rigoler, pour réfléchir et pour effectivement, disons, élaborer intellectuellement sur le sujet, c'est now, c'est de façon pratique aujourd'hui. Voilà. Notre objectif, vous le connaissez par cœur, je ne vais pas le répéter. C'est une démarche qui est évidemment très exigeante. Elle implique d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons déjà pour l'environnement. Elle va nous conduire dans les mois, dans les années qui viennent, à revisiter, et ça c'est formidable, c'est à chaque fois très régénérant, de revisiter largement nos façons de faire, nos façons de travailler, nos organisations, nos habitudes et évidemment toutes les solutions que nous proposons à nos clients, ce qui est notamment la marque de fabrique de Vinci Énergie. C'est notre responsabilité face aux risques qui pèsent sur notre planète, mais c'est aussi l'avenir de nos métiers. C'est l'avenir de nos métiers qui est en jeu. Et plus nous entreprendrons pour l'environnement, et plus en réalité, c'est la notion même de développement durable, nous fabriquons de la pérennité pour nos entreprises et pour notre groupe. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
C'est notre seule manière d'imaginer pouvoir survivre dans les 30 prochaines années. Sinon, nous ne serons plus là, ce qui serait quand même un petit peu dommage, vous avouerez. Voilà, l'innovation va évidemment jouer un rôle moteur dans cette démarche, comme en atteste le bouillonnement d'idées que vous êtes capable de générer au sein de cet incubateur et de cet outil de prospective qu'est Léonard, porté par nos intrapreneurs et porté par toutes les startups associées, qu'ils soient en provenance du groupe ou en dehors du groupe. Il s'agit, vous l'avez compris, d'embarquer l'ensemble des collaborateurs du groupe parce que ce sont eux, sur le terrain, chacun à son échelle, qui vont concrétiser au quotidien notre ambition environnementale. Ce sont leurs initiatives, leurs actions dans chacun de leurs métiers, quelle que soit leur position dans l'entreprise, qui nous feront progresser ensemble. Et donc, c'était ça l'idée de cette journée de l'environnement, et c'est là-dessus que nous avons conçu le prix de l'environnement qui a été annoncé aujourd'hui. Mon message final, en somme, il est empreint d'optimisme, l'optimisme de la volonté, dans une période qui est extraordinairement incertaine, mais aussi, vous en conviendrez, incroyablement riche en opportunités. Les crises ont toujours été des accélérateurs de changement, des accélérateurs d'histoire, et je suis convaincu, on s'est bien retrouvé là-dessus et j'en suis très heureux, je suis convaincu que celle-ci de crise, la crise de la Covid-19, jouera en réalité un rôle très positif, un rôle d'aiguillon dans cette grande affaire de la transition écologique. Quant à notre état d'esprit, chez Vinci, il est bien d'être moteur dans ce mouvement de fond, d'être un groupe qui agit et qui s'engage pour contribuer à bâtir un monde plus durable. Juste un point, lorsque nous avons réuni un certain nombre de cadres dirigeants, je ne sais plus où c'était la dernière fois, à Malmö, ça doit être en Suède, on avait demandé à un certain nombre de gens de venir nous apporter un peu la contradiction. Et notamment un jeune qui nous a filé une belle baffe quand il nous a dit « Bon, c'est vrai que vous faites un certain nombre de trucs, mais globalement, vu de l'extérieur, moi, il me semble que vous êtes plutôt des suiveurs et non pas des leaders. » On a tous pris ça en plein la figure. Isabelle, tu étais dans le groupe depuis 8 jours. Et donc, depuis ce jour-là, nous avons décidé, dorénavant, sur cette thématique, d'être des leaders, de plutôt faire la course en tête, de plutôt donner l'exemple. Merci. Et merci à Dominique, à Virginie, à Christian d'avoir bien voulu partager avec nous ce soir. Merci.